Je vais maintenant donner la parole aux orateurs des groupes. Pour La République En Marche, Denis Masseglia. Merci Madame la Présidente. Tout d'abord, je voudrais féliciter les deux co-rapporteurs pour la qualité de leur présentation et la richesse du rapport. Vraiment un rapport extrêmement complet avec beaucoup d'éléments. Je tenais vraiment à le souligner. Vous parlez de tout ce qui reste à mettre en œuvre pour la zone euro et je suis d'accord avec vous. La route est encore longue, encore très longue, mais je suis un optimiste et je voudrais aussi souligner ce qui marche. Aujourd'hui, on a la BCE qui a fait un travail extraordinaire lors de la crise grecque, qui a mis en place un QE qui a aidé largement nos entreprises et nos pays. Et je pense qu'il faut le souligner et j'espère que nous aurons l'occasion de rencontrer Mario Draghi. Vous avez parlé de convergence économique et je partage tout à fait votre avis. L'Europe doit avoir une convergence économique qui passe par deux convergences, la convergence fiscale et la convergence sociale. Convergence fiscale. Aujourd'hui, le taux d'imposition des sociétés est différent dans l'ensemble des pays de l'Union européenne. Je rappelle, 33% en France. La majorité et l'exécutif travaillons pour passer à 25% d'ici 2022. Mais aussi 12,5% actuellement en Irlande. Et d'ailleurs, vous en faites part dans votre rapport. Convergence sociale aussi, au niveau des salaires. Le salaire brut en France est de 1 498 €. Si on regarde en Lituanie, c'est 400 € et en Bulgarie, c'est 260 €. Alors, je partage en effet l'idée que le coût de la vie est différent dans ces pays-là, mais nous devons travailler à réduire cette différence. Les mesures qui touchent aujourd'hui à la fiscalité exigent un accord à l'unanimité des pays membres. C'est l'article 223-2 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ne pensez-vous pas que pour que nous puissions avancer, il serait nécessaire de remplacer ce système-là par un accord par exemple à la majorité qualifiée ou un autre accord qui permettrait justement d'éviter à ce que un ou deux pays uniquement bloquent pour des intérêts qui sont uniquement les leurs et au détriment de l'intérêt commun des Européens. Merci à vous. Christophe Nejlen. Je vais commencer très rapidement en répondant à Denis Masseglia et Bérangère Poletti qui avaient un peu la même question en fin de compte. La partie fiscale, la partie sociale. Pour la partie fiscale, on est quasiment tous d'accord. Là où il y a une différence un peu d'opinion est principalement sur la partie sociale. Pourquoi ? Oui, on a un gap entre la Lituanie et le Luxembourg, entre une Lituanie qui a un SMIC à 400 € et le Luxembourg qui a un SMIC à 1 900 €. Donc déjà, comment on fait ? On nivelle par le bas, on nivelle par le haut. Quelle légitimité on a à dire à tel ou tel pays, à l'intérieur même de ce pays, de dire changez vos politiques sociales, ça reste très compliqué. Le fait de voter à l'unanimité, comme vous l'avez dit, fait qu'on avance moins vite, même qu'on n'avance pas du tout. Et c'est vrai, quand vous parliez de majorité qualifiée, en effet, ou une majorité simple, ce serait tout de suite plus logique et ça permettrait sans doute d'avancer plus vite, à savoir qu'il y a même, je parlais du plus bas et du plus haut, mais il y a aussi 4 pays qui n'ont pas du tout d'équivalent SMIC. Si vous prenez l'Autriche, Chypre, la Finlande, l'Italie, c'est 4 pays qui n'ont pas de SMIC. Donc à un moment donné, je pense qu'il y a une différence qui est vraiment extrêmement importante, notamment sur la partie sociale, qui fait que ça me paraît beaucoup plus compliqué à court terme d'avancer par rapport à la partie fiscale, où là on a vraiment une libre circulation des biens et où les entreprises, principalement fiscales au niveau entrepreneurial, ce serait beaucoup plus facile et beaucoup plus d'intérêt. Voilà. Sylvain, c'est à toi. Merci Madame la Présidente. Alors, en commençant par la question de Denis, effectivement, la règle de fiscalité à l'unanimité, c'est un péché originel dont on n'arrive pas à sortir. La majorité qualifiée, je ne sais pas si elle est atteignable, hein, parce que changer les traités pour avoir un accord sur le sujet, on discutait avec les économistes de la crise irlandaise. Et les Irlandais, qui sont très attachés à pouvoir décider de mettre les impôts, notamment des sociétés, à un niveau très bas pour les attirer, y compris au plus fort de la crise, quand ils étaient en négociation tendue avec les instances européennes, ils n'étaient pas prêts à lâcher ça. Donc on a envie de dire qu'il faudrait une majorité qualifiée, mais je ne sais pas si on va être capable de l'obtenir. En tout cas, personnellement, oui, je pense
qu'il faut une majorité qualifiée. Est-ce qu'on peut l'obtenir je veux dire, entre l'intention et la réalité, il y a un pas. Mais j'insiste sur ça en rebondissant sur la conclusion, sur l'intervention d'Isabelle. Donc, c'est exactement ce qu'on essaye d'aborder dans ce rapport. Il y a les rêves, les cibles, les intentions, les visions. C'est très important. Je n'ai pas envie de dire que tout a été écrit sur les différents modèles, mais beaucoup de voies sont tracées. Ce qu'on essaye de regarder dans ce rapport, c'est quelles sont pragmatiquement les solutions que dès aujourd'hui, on peut essayer à notre échelle, avec plusieurs pays, de mettre en œuvre. Et il y a une façon de le dire que je n'ai pas repris dans le rapport, parce qu'elle paraît un peu complexe comme ça, ou un peu... c'était de dire, finalement, les solutions institutionnelles aujourd'hui en Europe sont dans une impasse. Si on arrive à lever ces impasses, très bien, hein, ok. Mais elles sont factuellement dans une impasse. Et que finalement, pour relancer des initiatives de convergence, mettre en place une solution institutionnelle qui dirait, par exemple, on crée un Parlement de la zone euro qui va voter et imposer tout à la zone euro. Les solutions institutionnelles ont ce problème aujourd'hui dans l'état de l'Europe, à mon sens, que chaque État, si on invente une nouvelle solution institutionnelle, va passer son temps à essayer de voir quel garde-fou il va mettre pour éviter que les autres lui imposent leur volonté. Et donc, la logique qu'on essaie de promouvoir ici, c'est de dire, très bien, si on arrive à lever l'unanimité, à trouver un accord, très bien. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait ? Et dans cette logique de convergence, notamment autour du moteur franco-allemand, qui ne peut pas être réduit au franco-allemand, avoir une initiative de convergence qui ferait que certains pays autour de ce moteur-là feraient un pas supplémentaire. Et chacun en parallèle, j'ai envie de dire, de façon librement consentie, irait vers une nouvelle cible de convergence mieux disante. Ça s'imposerait de facto comme une nouvelle cible de convergence. Et que, on le voit dans le Code européen des affaires, beaucoup de pays, voire par exemple le Benelux, se disent, si vous trouvez un accord, alors vaut mieux être avec vous que de ne pas y être. Donc cette logique, à un moment on le baptisait convergence en parallèle, sans avoir peur des oxymores, parce qu'en mathématiques la convergence c'est pas tout à fait parallèle. Mais c'est bien ça, c'est aller vers une cible librement consentie de convergence. Ouais, ça dépend si on est en géométrie euclidienne ou non euclidienne pour les mathématiciens. Mais aller en parallèle vers cette même nouvelle cible de convergence qui ne soit pas imposée. Donc si tu as 6, 7 pays et qu'il y en a un qui décroche, et ben il décroche, il en reste 5 ou 6. Mais cette nouvelle cible de convergence autour d'un moteur franco-allemand ne nécessite pas de solution institutionnelle dont aujourd'hui je doute de notre capacité à la mettre en œuvre. Mais si on y arrive, très bien. En tout cas, ce rapport visait à tu utilisais le terme de réalisme pragmatique sur quel rôle on peut jouer en attendant.